Alors, bonjour d'abord. Effectivement, j'ai vu les débats et j'ai vu que le budget avait été voté. Alors déjà, on a un budget. Donc c'est déjà la priorité puisqu'il y a eu beaucoup d'investisseurs. Moi, je suis en contact avec pas mal d'investisseurs étrangers, et c'était une préoccupation. Donc déjà, c'est bien. Il faut se féliciter de la petite avancée que ça représente. Je dis petite avancée parce que au final, on sent quand même que les efforts que fait, l'État, dans le cadre de ce budget sont assez réduits, hein. Je vais donner deux trois exemples. Vous avez, une trajectoire de déficit, vous savez qu'on a des déficits, abyssaux, hein. On a aujourd'hui des déficits publics qui atteignent 6,1% en 2024. La limite, c'est 3% en principe au sein de la zone euro. Et on nous dit qu'on passerait à 5,4 en 2025, mais à 3%, donc on viendrait dans les clous, 3% de déficit en 2029. Donc une trajectoire quand même extrêmement douce. On sent que l'État veut pas faire beaucoup d'efforts et ça, c'est plutôt préoccupant. Alors, c'est gênant pourquoi? Parce que, en fait, tous les problèmes structurels de la France ne sont pas réglés. Je vous rappelle quand même que on a une problématique très très forte, c'est la baisse de la productivité. Je ne sais pas si les gens ont conscience que depuis 2019, la productivité française a baissé de 8,5%. C'est considérable, c'est la pire performance de toute l'Europe. Alors c'est catastrophique parce que, rappelez-vous, nos trois grands économistes que je cite souvent, Jean Fourastier, Fernand Braudel, notamment Alfred Sauvy, nous ont appris que ce qui fait la croissance d'un pays, ce qui fait la prospérité de la population, ce sont les gains de productivité. Or là, ils baissent. Donc là, on attend des réponses sur cette problématique. Je ne parle pas non plus des classements PISA ou de l'éducation où on est à la ramasse. Je ne parle pas non plus de la croissance économique qui est ramenée à moins de 1% en perspective, donc ce qui est extrêmement faible, les problèmes de natalité, les problèmes de commerce extérieur, etc. Donc, on a un budget, on s'en félicite, on a une trajectoire de réduction des déficits publics qui est trop faible, et on a des problèmes structurels qui ne sont pas réglés. Donc au final, oui, il y a des petites avancées, mais alors ce qui est intéressant, c'est que il y a des petites avancées, mais elles sont immédiatement compensées par de nouveaux impôts ou des hausses de taxes. Par exemple, on nous dit que on augmente le barème de l'impôt sur le revenu, les tranches, vous savez, de 1,8%, ce qui permet de faire pour les ménages 4 milliards d'économies d'impôts, puisqu'on monte les tranches. Mais immédiatement après, dans la loi de finances, vous avez des taxes qui augmentent à hauteur de 4 milliards. Donc on vous les reprend, ça s'appelle du bon taux. Hein. C'est-à-dire que on vous accorde un petit avantage, on augmente les tranches du barème pour faire gagner 4 milliards aux ménages, et de l'autre côté, bah, on augmente le malus des automobiles, on augmente les taxes sur les transactions boursières quand des gens achètent des actions, on augmente les taxes sur les billets d'avion, on réduit les avantages de la location meublée non professionnelle, etc. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous reprend de l'autre côté ce qu'on vous accorde d'un côté. Donc au final, je suis rassuré qu'il y a un budget, mais plutôt déçu sur le contenu. Alors, c'est là que votre question est intéressante, parce que là, on rentre dans le cœur du débat. Hein. La vraie problématique, c'est que, je l'avais indiqué lors de la dernière interview, et je crois que le cœur du sujet, il est là, c'est qu'on a un modèle de développement, un modèle économique en France qui est basé sur ce qui s'est passé dans les années, ce qu'on appelait les 30 glorieuses, 1960, 1970, etc. Donc un modèle où il y avait beaucoup de croissance, et la problématique, c'était la distribution, la redistribution. Mais quand il y a de la croissance, on peut distribuer. Aujourd'hui, comme je l'avais expliqué, on a changé de contexte. On n'est plus dans un contexte stable, on est dans un contexte complexe, voire chaotique. Et la problématique, c'est pas de distribuer, c'est de créer des richesses. Et c'est là que la compétitivité va se faire demain, dans la capacité à faire venir de l'intelligence, de l'innovation, de l'investissement. Et pour l'instant, on ne voit rien. Il y a le Haut Conseil des finances publiques, qui est un organisme indépendant affilié au gouvernement et au Parlement, qui nous dit que même les hypothèses qui ont été présentées dans le budget sont trop optimistes et qu'il n'y a aucune marge de manœuvre tant qu'il n'y a pas de réforme. Donc ça, c'est quand même un signal qui est envoyé au gouvernement. Et on a toujours donc les deux habitudes de tous les gouvernements qui ont précédé le gouvernement Bayrou, c'est-à-dire, un, on fait des promesses qu'on ne tient pas, on prévoit, on nous dit, on va ramener les déficits dans les clous à 3% du déficit, on ne le fait pas. On nous dit, on supprime quelques taxes et on revient dessus. Exemple, la CVAE, la contribution sur les valeurs ajoutées, on l'avait promis de la supprimer, c'est reporté sine die, c'est annulé. Donc c'est quand même pas très bien, donc on tient pas les promesses qu'on fait aux électeurs, et surtout, on invente des impôts.
Un problème, un impôt. Alors on a inventé la contribution là sur, alors on appelle ça la contribution différentielle sur les revenus. On a inventé la contribution exceptionnelle sur les entreprises, les grandes entreprises. La contribution exceptionnelle sur les entreprises de fret maritime. Bref, on invente tout un tas de nouveaux impôts. Alors on nous dit ça durera 1 an ou 2 ans. Bon, a priori 1 an, mais ça rend le message brouillé. C'est ça que je veux dire. Donc, pour répondre à votre question, non, ça va pas améliorer la compétitivité, puisque, encore une fois, on n'est plus dans un modèle de redistribution, on est dans un modèle où il faut créer des richesses. Et je vais vous donner un exemple simple, je ne sais pas si des sénateurs ou des députés m'écoutent, hein, mais moi je suis avocat dans les affaires, j'ai beaucoup de clients qui ont des holdings, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'argent dans les holdings. Et mon problème, c'est comment, quelles mesures prend le gouvernement pour inciter, non pas taxer, il ne faut pas taxer, il faut inciter. Parce que quand vous taxez, les gens s'en vont. Donc, et ma question, moi j'ai plein de solutions. Donc s'ils veulent me contacter, ils peuvent me contacter. Il y a des attentes, les gens ont envie d'investir, mais il faut qu'il y ait des mesures pour que cet argent, notamment dans les holdings, qui est à disposition, qui est prêt à être investi, se mette dans l'économie. Et là, pour répondre à votre question, il n'y a rien sur l'innovation, sur l'incitation à créer des richesses, sur la libéralisation de ce que j'appelle l'élan vital. Il n'y a rien. Non, encore une fois, je pense que malheureusement, les mesures qui sont prises aujourd'hui, c'est juste pour calfeutrer, en quelque sorte, pour combler le trou, donner un budget à la France. Mais on attend vraiment une vision. J'avais cité la dernière fois James Buchanan, hein, l'école des public choice, qui montre à quel point les politiques sont parfois néfastes. Parce qu'en fait, ils cherchent à se faire élire. Donc, ils font des... Et encore une fois, François Bayrou, il a agi en homme politique à court terme. Un homme politique réagit à court terme. Il a doté la France d'un budget. On attend maintenant qu'il devienne un homme d'État. Et l'homme d'État, c'est celui qui pense à la génération future. Et cette génération future, moi que je vois, parce que je fais des conférences, etc., tous ces jeunes, ils ont envie d'investir. Il faut maintenant qu'on prenne des mesures et qu'on change de modèle de développement. Et là, aujourd'hui, on pourrait répondre à votre question, c'est non. Aujourd'hui, moi, tous les clients, j'ai vu 3-4 clients hier encore, les gens sont déçus. Ils sont rassurés qu'il y a un budget, c'est le minimum, mais ils sont frustrés. Ils attendent des mesures qui favorisent la croissance. Bah, on est un peu protégé par l'Europe. Quelque part. Vous savez qu'il y a toujours la Banque centrale européenne qui est à la manœuvre. Donc si les gens ne savent peut-être pas, mais les taux d'intérêt dépendent de la Banque centrale. Quand elle veut faire monter les taux, elle sait le faire. Quand les taux montent trop fort et que elle souhaite que ça rebaisse, bah, elle achète des obligations souveraines. Donc on est à peu près à l'abri tant qu'on est dans la zone euro, malheureusement. Mais voilà, en l'état, il va falloir vraiment qu'on prenne des mesures. J'attends vraiment qu'il y ait des mesures énergiques qui soient prises. Et je peux vous dire que, en tant qu'avocat d'affaires, que pour l'instant tout est figé. Donc là, aujourd'hui, tout le monde attend. Et je crois que souvent je parle d'un grand homme, hein, l'arrivée d'un grand homme qui peut relancer l'élan vital d'un pays. C'est là que François Bayrou est devant l'histoire quelque part, hein. Parce que s'il se contente de donner un budget et d'attendre, de procrastiner, comme je le dis, euh, bah, il passera aux oubliettes. Par contre, s'il comprend que la France a besoin de changer de modèle et que il faut que la France devienne, c'est là que l'État doit s'engager, hein. Il faut que la France devienne dans les meilleurs pays des classements PISA ou des classements des universités, et il faut qu'on soit un pays dynamique où on innove. Vraiment, hein, il faut qu'on soit à la pointe, et donc il faut qu'ils prennent des mesures. Moi, quand j'étais à l'université ou quand j'ai étudié, on me disait qu'un chef d'entreprise avait deux grandes fonctions. Il devait être un manager, le quotidien, devait être un entrepreneur. Fonction managériale, le quotidien, fonction entrepreneuriale, comprendre les métiers de demain, les investissements de demain. Aujourd'hui, il y a un troisième levier important, c'est la contribution au bien commun. Chaque chef d'entreprise, dans son entreprise, dans sa fonction de responsable de firme, doit contribuer au bien commun. J'ai plein d'exemples à vous donner, mais et donc c'est pour ça que en travaillant au développement de sa société, Bernard Arnault contribue aussi au bien commun. Et c'est ce qu'il doit faire. Les politiques, c'est un autre débat. Ils doivent prendre des mesures pour rendre la France compétitive. Et chacun est sur son terrain. Il doit rester sur son terrain. Alors, patrimoine dormant, moi, j'ai
pour l'instant, il n'y a pas de loi particulière qui vise à le taxer. Il y a eu des propositions. L'idée, c'est quoi? C'est de dire que finalement, vous avez de l'argent sur votre compte en banque, vous avez un patrimoine qui n'est pas productif, on va le taxer. C'est exactement ce que faisait l'ISF avant la réforme de l'IFI en 2018, l'impôt sur la fortune. Donc c'était l'idée que tout votre patrimoine au-dessus d'un certain seuil est taxé, sauf s'il est investi. Alors il y avait l'art, les œuvres d'art qui étaient exonérées, et il y avait les biens professionnels. Donc ça serait un retour vers cette logique-là. Moi, sur le fond, je suis pas choqué parce que je trouve même choquant qu'on taxe uniquement le patrimoine immobilier. Moi, j'ai des clients qui ont 100 millions d'euros sur leur compte. Ils payent pas d'impôt sur la fortune. Et à l'inverse, vous allez avoir un, un entrepreneur qui va racheter un immeuble, qui va faire de la location et que ça prend un peu de valeur, il paye l'IFI. Donc c'est complètement stupide. Alors on sait pourquoi ils font ça, parce que bon, ils savent que les liquidités sont placées en assurance vie, que l'assurance vie finance le déficit de l'État, et ils ont peur que s'ils rendent le logement trop attractif, l'investissement dans le logement, bah, l'argent qui est en assurance vie parte vers le logement. Et donc, évidemment, comment on finance le déficit de l'État, ça va être compliqué par la suite. Donc, il y a des logiques internes qui sont complexes, mais moi, encore une fois, je ne serais pas choqué que les gros patrimoines contribuent aux finances publiques pour rétablir la situation. Mais encore une fois, je l'ai répété la dernière fois, à condition que l'État, en contrepartie, prenne des engagements. Si l'État me dit, moi, je vais prendre telle mesure, je vais réduire le millefeuille territorial, je vais améliorer, je vais faire des réformes. Il y a 100 sénateurs aux États-Unis, il y en a 377 ici. Bon, si on prend des mesures pour réduire tout ça, alors, je pense que si l'État s'engage, je ne vois pas pourquoi, de l'autre côté, les patrimoines ne pourraient pas contribuer à remonter la pente. Mais en l'état, il n'y a pas de réforme, à ma connaissance, dans les tablettes, hein, sur la taxation du patrimoine dormant. Ah bah, l'exception française, oui, ça je pense qu'on peut en parler pour les deux raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, hein. C'est-à-dire, un, les deux biais importants. Un, les promesses ne sont jamais tenues, je l'ai dit tout à l'heure. On fait des promesses, on dit qu'on aura de la croissance, on n'en a pas, on dit qu'on réduira les déficits, on ne le fait pas, etc. Donc des promesses non tenues, et puis évidemment des impôts nouveaux en permanence, on augmente les taxes. Tout à l'heure, je parlais du malus automobile. Euh, J'avais un client qui me parlait il y a quelques jours, il voulait acheter une Porsche. Le malus pour la Porsche 911, c'est 80 000 euros. Donc, il n'y a plus de voitures, il y a quasiment plus de Porsche qui sont achetées. Je vois pas l'intérêt parce que je suis même pas sûr que ça contribue à la dépollution, hein. Bon, il y a beaucoup d'idéologie, mais ce qui est sûr, c'est que l'État se prive de recettes, puisque quand vous achetez une Porsche, vous payez 20% de TVA, etc. Donc voilà, c'est complètement contre-productif. Donc il y a bien une exception française, avec ces deux biais principaux, qui sont un, des promesses non tenues, et deux, une ingénierie, une inventivité fiscale hallucinante. Alors évidemment, il y a chacun est dans son coin, chacun raisonne, chaque pays a sa propre politique fiscale et essaie d'attirer plus ou moins les investisseurs, ou en tout cas qui fait en sorte qu'ils ne partent pas. Mais non, la France, là, pour le coup, décroche. J'étais en Suisse il y a 10 jours avec des investisseurs, et je peux vous dire qu'il y a un décrochage considérable de la France. Donc on espère qu'ils vont se réformer, qu'ils vont prendre des mesures pour remonter la pente. En tout cas, au sein de l'Europe, on est les derniers de la classe. La question, c'est dans ce contexte, compte tenu de ce qu'on vient de dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a beaucoup de choses à dire, parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est de savoir que peut faire dans le contexte français, avec peu de croissance et avec tous les défauts qu'on a vus tout à l'heure, que peut faire un investisseur. Alors, la première chose, c'est de savoir toujours essayer comme je l'avais dit la dernière fois, d'éviter certaines erreurs. Bon, j'ai pas eu le temps de tout lister, mais il y a des réflexes qu'il faut avoir. Éviter certaines erreurs de raisonnement. La deuxième chose, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. La deuxième chose, c'est de jamais mettre le fiscal avant le raisonnement économique. C'est-à-dire que la grande erreur de beaucoup de gens, c'est de dire ah ben je veux une réduction d'impôts, donc je vais prendre un dispositif Pinel ou parce que ça me propose. Non, c'est pas comme ça qu'il faut. Il faut d'abord avoir une vision.
un raisonnement économique et ensuite le fiscal suit. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Toujours avoir un raisonnement économique qui prévaut sur le reste. Troisième réflexe, bien répartir les risques. Répartir en termes de secteur. J'ai trop de gens qui sont que dans l'immobilier, par exemple. Il faut répartir en termes de secteur. Il faut répartir en termes de pays. Il ne faut pas tout avoir en France, hein, en principe. Il faut répartir. Il ne faut pas tout avoir dans la même monnaie. Donc là, j'ai plein de clients qui, par exemple, en ce moment, achètent en Suisse. Parce que ça, ils savent que le franc suisse va monter, donc ils répartissent les monnaies. Donc ça, ce sont des réflexes importants. Ensuite, il faut voir dans quel est votre objectif, quelle est votre problématique. Il y a trois grandes problématiques en matière d'investissement. Il y a la personne qui veut développer un patrimoine, qui n'en a pas et qui veut en développer un. Il y a celui qui a un patrimoine et qui veut le sécuriser. Et il y a celui, comme on l'avait dit, qui possède un patrimoine, qui l'a sécurisé, mais qui veut le transmettre. Et c'est une autre problématique. Donc, si on se situe, nous, si on prend la situation d'un investisseur qui veut se constituer un patrimoine, dans le contexte actuel français où il n'y a pas de croissance, et beaucoup de réglementation et beaucoup de fiscalité, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, c'est ça la vraie question. Alors, on a deux situations, si je peux dire quelques minutes, hein, pour expliquer la situation. On a deux branches, en quelque sorte. Il y a celui qui veut pas prendre de risques. Parce que vous savez qu'il y a un lien entre la rentabilité attendue et le risque. Plus vous prenez de risques, plus vous aurez une rentabilité élevée. Bon, donc celui qui est risque adverse, c'est-à-dire qui dit, moi, je veux pas prendre de risques, bon, bah, il va jamais avoir de vraie rentabilité. Il peut prendre du monétaire. Le monétaire, c'est des placements à très court terme. Ça rapporte quasiment rien. On est à peine entre 1 et 2%. Il peut prendre des obligations, c'est-à-dire des prêts. Il peut prêter de l'argent soit à des États, des obligations souveraines, soit à des entreprises. Même investment grade, ça a des très bonnes qualités. Aujourd'hui, je regardais hier LVMH ou L'Oréal, on est à 3, 3,5. Donc, quand vous placez votre argent en obligations de grandes entreprises, avant impôt, vous avez 3%, un peu plus de 3%. Donc après impôt, vous êtes à 2,5. Donc moins que l'inflation. Vous appauvrissez en fait. Et après, vous avez l'assurance vie. Alors là, vous avez plein de problèmes en assurance vie. D'abord, il y a le risque. Quand vous avez des obligations d'une façon générale, quand les taux montent, les cours baissent. Vous pouvez perdre de l'argent. Vous avez des frais d'entrée, des frais de gestion, des frais de sortie. Certes, il y a un avantage fiscal en termes de transmission, puisque l'assurance vie est hors succession, mais il y a plein de défauts, il y a plein de problèmes. Et donc, vous voyez que si vous prenez pas de risque, si vous êtes risque adverse et que vous choisissez des placements à faible rentabilité, au final, vous allez y perdre, malheureusement, dans le contexte d'aujourd'hui. Alors, il y a la théorie du portefeuille permanent, c'est-à-dire l'idée que, je crois que c'est Harry Brown qui propose ça, c'est-à-dire vous mettez un quart de votre portefeuille en or, un quart en actions, un quart en obligations, un quart en monnaie. Et en gros, quand ça monte d'un côté, ça baisse de l'autre, donc ça s'équilibre. Mais finalement, vous progressez pas. Donc le seul moyen de progresser, c'est de prendre des risques, d'être au risque lover. Et là, vous avez possibilité d'avoir des rentabilités plus élevées. Alors, la première chose, le premier conseil qu'on pourrait donner à un investisseur qui veut se constituer un patrimoine, puisqu'on a pris cette problématique-là, c'est déjà d'ouvrir un PEA. Puisque quand vous ouvrez un PEA, vous allez obtenir une défiscalisation des plus-values. Il y aura les prélèvements sociaux, mais il n'y aura pas d'impôt après 5 ans. Et ce qui compte, c'est la date d'ouverture. Donc, c'est l'intérêt de l'ouvrir le plus vite possible, même si vous faites une plus-value dans 4 ans, au bout de 5 ans après l'ouverture, elle sera exonérée d'impôt. Donc, alors, le placement action, mais le problème des placements actions, c'est qu'il y a beaucoup de pertes. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle l'asymétrie d'information. Il y a beaucoup de gens qui font des investissements qui, au final, perdent parce qu'il y a plein de variables qu'ils ne maîtrisent pas. Et finalement, souvent, seuls ceux qui sont de l'intérieur de l'entreprise connaissent les vrais sujets. Celui qui est actionnaire externe, c'est assez complexe. Donc c'est difficile. Par ailleurs, il y a beaucoup d'erreurs de raisonnement. Vous savez que l'une des erreurs principales que je vois moi, parmi les investisseurs, c'est que les gens, quand ils font un projet, ils calculent des probabilités ou ils font des simulations, un prévisionnel. Mais il y a un problème important, c'est que les gens trichent avec eux-mêmes. Alors, l'une des techniques alors c'est surtout les structures de capital risque qui ont cette technique, c'est de répartir les risques. C'est-à-dire dire, voilà, je fais 10 investissements,
Et sur les 10, ça c'est là, vous savez, Peter Thiel, le fondateur de PayPal, qui a écrit un très très bon livre, s'appelle de 0 à 1, donc un entrepreneur américain. Il explique bien ça. Il dit, moi, ma méthode d'investissement, comme c'est trop risqué, il y a beaucoup d'échecs. Il dit, je fais 10 investissements. Le seul critère de ces 10, je sais qu'il y en aura 8 ou 9 qui vont échouer. J'investis dans 10 sociétés. Il faut qu'il y en ait au moins une qui marche et qu'il y a le potentiel, si elle marche, de rattraper 10 fois la perte des autres. Si vous allez vers le risque, effectivement, il y a tellement d'échecs, tellement de biais, tellement d'asymétrie d'informations, tellement de problèmes, que le seul moyen de s'en sortir, sauf à avoir de la chance, c'est de répartir le risque. Le problème, c'est que c'est pas ce que font les gens, ils font un investissement. Alors, quand ils réussissent cet investissement, ils vont être confrontés à ce qu'on appelle l'illusion de talent. C'est très important, hein, ce qu'on dit là, parce que ça explique beaucoup d'échecs. L'illusion de talent, c'est quoi? Vous faites un investissement, ça marche, et donc vous allez croire que c'est votre talent, alors que c'est la chance. Et donc vous réinvestissez. Alors, si vous avez encore de la chance, ça va conforter votre illusion de talent. Et puis au bout d'un moment, vous n'allez pas vous arrêter, parce que vous avez du talent, vous pensez que vous avez... Et puis à un moment donné, c'est l'échec. Et là, c'est le... c'est la sanction suprême. Donc, c'est compliqué. Daniel Kahneman, qui a un prix Nobel d'économie, qui est décédé récemment, mais il a eu le prix Nobel en 2002 pour ses travaux dans l'économie comportementale. Il a une belle phrase, il a étudié énormément de cas de gens qui ont fait fortune, qui ont échoué, etc. Et il a cette belle phrase, il dit, moi, j'ai observé que le succès égale talent plus chance. C'est-à-dire que son équation de vie, c'est ça. Succès égale talent plus chance. Mais le grand succès, c'est le même talent plus beaucoup de chance. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc il y a des risques importants quand on investit. L'esprit humain fait que souvent ces risques sont occultés, il les prend pas en compte, et donc il y a beaucoup d'échecs. Alors, a fortiori, quand on est en France, qu'il n'y a pas de croissance, c'est encore plus compliqué de réussir. Quand il y a 10% de croissance, c'est facile, mais quand il n'y a pas de croissance, c'est compliqué. Donc, finalement, et je vais venir à ma conclusion, si on ne prend pas de risque, on l'a vu, assurance vie, monétaire, obligations, ça rapporte rien. Vous allez payer des frais, vous allez payer des impôts, il ne va rien vous rester. En tout cas, il vous restera moins que l'inflation. Si vous prenez des risques, vous avez, sauf à répartir, comme le fait Peter Thiel dans mon exemple, dans plusieurs investissements, vous avez aussi beaucoup d'échecs. Surtout en France où il n'y a pas de croissance. Donc, qu'est-ce qui reste dans un contexte comme le nôtre? Eh bien, ce qui marche aujourd'hui, c'est plutôt l'immobilier. Et là, je vais conclure en rappelant qu'il y a 3 investissements immobiliers. La première façon de faire, c'est de l'immobilier nu, c'est-à-dire vous louez, vous achetez un appartement et vous louez. Et là, c'est assez catastrophique au plan fiscal. C'est le pire placement au plan fiscal, parce qu'en location, ce qu'on appelle les revenus fonciers, hein, quand vous louez un logement nu, alors si vous êtes dans les tranches d'imposition à l'impôt sur le revenu les plus élevées à 45%, 40-45%, parce que vous avez d'autres revenus, bah vous avez 45 plus 17 de prélèvements sociaux, vous êtes vite à 60% d'impôts, sans compter l'IFI, sans compter les autres impôts, les impôts locaux, etc. Donc c'est catastrophique. Donc aujourd'hui, la location nue, investir pour la location nue, c'est pas bon. La deuxième, qui est un peu mieux, c'est la location meublée. Alors, il y a un régime qui s'appelle le LMNP, location meublée non professionnelle, qui est pas mal. Mais justement, la loi de finances a renié certains avantages, notamment en matière d'investissement. Donc, ils sont revenus sur un régime qui était un régime de faveur. Et il y a pas mal d'inconvénients dans le LMNP, dans la location meublée, notamment si vous dépassez un certain seuil de chiffre d'affaires, vous pouvez être affilié à l'URSSAF, à la cotisation sociale, donc ça c'est assez catastrophique. Et puis c'est des baux de court terme, et puis il y a pas mal de problèmes. Mais c'est mieux que la location nue, pourquoi? Parce que pendant toute la durée de la location, vous pouvez amortir. Et vous êtes en BIC, en bénéfices industriels et commerciaux, et non pas en revenus fonciers. Donc c'est mieux. Mais il y a encore mieux. Dans le contexte actuel, pour se constituer un patrimoine, quand dans un pays où il n'y a pas de croissance, le mieux, c'est le para-hôtelier. L'investissement para-hôtelier. Ça consiste en quoi? Vous achetez un immeuble, vous le transformez en 10 chambres, ou 10 logements, et vous louez ces logements avec des services associés. Petit déjeuner, gardiennage, linge de maison, tout ça est listé. Et là, fiscalement, c'est le Graal. Alors économiquement, c'est le Graal. Pourquoi? Parce que vous pouvez emprunter facilement, parce que là, la banque se protège, parce qu'elle prend une hypothèque sur les murs, ce qui n'est pas toujours le cas pour un investissement dans une entreprise. Mais là,
la banque peut se protéger, donc vous pouvez lever des capitaux assez facilement. Si vous êtes dans une zone où il y a structurellement peu d'offres et beaucoup de demandes, les prix montent et vos logements sont loués. Vous avez énormément d'avantages en termes fiscaux, notamment en termes de récupération de TVA, ce qui n'est pas possible en location nue ou meublée. En transmission, parce que là, vous pouvez transmettre, alors c'est un dispositif qu'on appelle le Dutreil, mais vous pouvez transmettre en Dutreil sous certaines conditions et donc transmettre aux enfants quasiment sans impôt. Et puis, vous avez la possibilité d'amortir et vous pouvez même être exonéré d'IFI parce qu'il y a une activité économique associée. Donc, aujourd'hui, si on veut résumer, ça va tellement mal en France que dans le contexte actuel où il n'y a pas de croissance et il y a un surcroît d'impôts, aujourd'hui, je ne conseille pas d'investir dans des placements qui ne rapportent pas, on ne prend pas de risque, l'assurance vie, le PER, tout ça pour moi ça n'a pas d'intérêt parce qu'en fait vous avez un avantage à l'entrée. Quand vous avez un plan d'épargne retraite, on vous donne un petit avantage à l'entrée, fiscalement, une petite déduction, mais on vous la reprend après. Et puis vous avez des frais. Donc c'est pas comme ça qu'on va se constituer un patrimoine. Encore une fois, pour se constituer un patrimoine, il faut investir soi-même, il faut travailler soi-même. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, je pense que le mieux, c'est effectivement l'investissement immobilier, mais pas en nu ni en meublé, mais en para-hôtelier. J'en fais beaucoup, j'en fais énormément. Et là, il y a plein de techniques. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technique même, on pourra faire une interview là-dessus plus tard, pour améliorer la rentabilité du para-hôtelier. Mais c'est aujourd'hui, dans le contexte actuel, je pense, le meilleur investissement possible. Encore une fois, tout dépend de ce que si vous voulez pas travailler et placer votre argent, vous donner à des intermédiaires, bon, c'est facile. Vous confiez votre argent, mais vous le perdrez. Enfin, il vous rapportera rien. Vous paierez des frais d'entrée, des frais de sortie, des frais de gestion. Quand vous prendrez votre retraite, vous aurez une rente ou un capital de votre PER, il sera fiscalisé. Bon, et encore une fois, pour moi, c'est pas un bon placement. Dès lors que vous passez votre argent à un intermédiaire, c'est pas un bon placement. Donc moi, ce que je ferais à votre place, mais ça demande du travail, évidemment, c'est d'acheter un immeuble. Moi, je vous dis, j'étais en Suisse il y a 10 jours avec un investisseur. Alors lui, il a acheté un immeuble, 2 millions d'euros. Il va le transformer en 2 millions tout compris avec les travaux. Ils vont le transformer, je crois qu'il y a une vingtaine de chambres. Alors il a une vraie vision, c'est-à-dire qu'il fait ça à 2000 mètres d'altitude dans une station de ski. Donc l'immeuble qu'on a été visiter, il va coûter au total 2 millions d'euros. Il y a une vingtaine de studios. Il va ensuite les louer en para-hôtelier. Et donc il y a évidemment énormément d'avantages. Et donc il ne met que 500 000 euros, la banque prête 1,5 million. Et avec les techniques d'amélioration enfin, je ne vais pas employer des termes parce que nous on a des termes techniques, hein, le ROS, le ROE, etc. Bon, on ne peut pas expliquer là tout, mais il va dégager de cet investissement, écoutez bien, une rentabilité de 31% par an. J'investis dans l'immobilier de montagne à très haut niveau, 2000 mètres carrés, 2000 mètres d'altitude, pardon. Pourquoi? Parce que la neige fond ailleurs et donc la rareté va faire que les stations d'altitude vont être très très recherchées. Il le prend en Suisse parce que le franc suisse va monter. Il le prend en Suisse parce que s'il y a une crise en Europe, tous les capitaux, hein, le flight to quality, s'il y a une crise dans le sud de l'Europe, tout va aller en Suisse, tous les actifs vont monter. Donc c'est très intelligent. Il y a une vraie vision. Il en est à son deuxième immeuble et il le fait dans le para-hôtelier parce qu'il y a énormément d'avantages. Je parle de TVA, de transmission, etc. Et la banque prête sans aucun problème puisqu'il y a un actif sur lequel elle peut prendre une hypothèque, une garantie. Voilà. Et c'est donc intelligent, il y a une vision, il y a une intelligence économique, et puis le fiscal suit derrière, et on pourrait rentrer effectivement dans la technique, à la fois économique et financière, pour expliquer comment, de cet investissement, on peut en tirer le maximum de rentabilité. C'est là l'intérêt qu'on peut avoir, nous, en tant que conseil, pour accompagner, et dans le choix des investissements, et dans la technique fiscale et juridique pour que l'investissement dégage la meilleure rentabilité.